Si ça, c'est pas un problème de société, la condition des enfants dans les familles, alors qu'est-ce qui est un problème de société, quoi? Je pense qu'une société ne peut pas fonctionner avec 4 millions de personnes qui vivent avec ce poids. Mais en France, on manque d'épidémiologie, on manque d'études, on manque de statistiques, on ne sait pas où on va. Mais on est dans les balbutiements d'une action publique qu'il faudrait développer. La violence, c'est toujours une histoire individuelle. Même quand elle s'inscrit dans un collectif, c'est toujours une histoire individuelle. Si un enfant on le fait vivre comme un adulte, on va casser quelque chose. Cet enfant, c'est nécessaire d'être vécu comme enfance. Bah voilà, les femmes se font violer, c'est aux hommes d'apprendre à respecter les femmes, etc. Mais on n'entend pas. Là, il y a les enfants qui sont violés, c'est aux adultes à respecter les enfants. Ça, on l'entend pas. C'est comme pour la corruption à l'étranger. Hein. La France est le pays, un des pays, ou le pays le plus mal classé, parce que 0 procès en 15 ans, je crois. C'est 1 enfant sur 5 victime de violences sexuelles. 1 enfant sur 5. Ça, ce sont des chiffres aux États-Unis. C'est l'étude de l'ACE Study. Hein. Et il y a d'ailleurs 25% à peu près, c'est 24 et quelques de femmes et 16% d'hommes. D'autant plus que toutes les études internationales disent la même chose. Il y a 9 sur 10 des agressions sexuelles en famille qui n'arrivent jamais à sortir du cercle familial. Pas de plainte. Les victimes n'osent pas porter plainte. Donc les 3% là, mais vous pouvez les mettre dans un papier cul aux chiottes. Vous voyez, il y a une séquence de E.T. Où les enfants ont ramené E.T. dans la cuisine familiale et la mère arrive avec les courses. Et E.T. est là, elle voit rien, elle voit rien. Elle est là, elle range les paquets, elle voit rien. Quand on a été élevé par ses parents, on ne peut pas tomber amoureux de ses parents. Même chose par rapport à un frère et une sœur avec qui on a toujours vécu. Là, ça veut dire que d'autres choses se jouent, comme des phénomènes d'emprise, des phénomènes de pouvoir. J'ai beaucoup plus d'agressions commises par les mineurs dans nos échantillons. Donc, ça me laisse croire que le phénomène est en hausse. Est-ce qu'il est en hausse parce que les enfants ont plus facilement accès à de la pornographie sur Internet, donc ils voient des choses qu'ils ne comprennent pas bien, ils essaient de les reproduire? Ça peut être une explication. Une fois qu'on s'est laissé faire une première fois, et bien après, on a beaucoup de mal enfin, les enfants auront beaucoup de mal à dire non, et donc du coup, certains préfèrent ne rien dire ou se rétractent ou se sacrifient pour leurs frères et sœurs, enfin bon. Et puis à la dernière minute, oh comme c'est bizarre, tout l'événement est supprimé. Parce qu'un psychiatre du Conseil général est venu dire que c'était trop dangereux. Alors, il y a 2 raisons pourquoi c'est trop dangereux. D'abord, c'est parce qu'il y a des gens qui vont venir révéler qu'ils ont été victimes d'inceste et on n'a pas les moyens de les soigner. Donc, il vaut mieux qu'ils se taisent. Et puis, l'autre raison, c'est qu'effectivement, on ne peut pas admettre qu'il y ait des victimes d'inceste comme ça chez nous. On va être montré du doigt. Toute notre réputation en tant que commune, en tant qu'école, en tant qu'hôpital, va être absolument flinguée. Et je me souviens, dans un colloque en Suisse, avoir discuté avec un ancien grand flic français qui était devenu responsable de la sécurité dans une banque française, et qui me disait, bah oui, d'accord, mais vous savez, tant que les usagers des banques accepteront qu'on puisse acheter un gosse avec sa carte bleue, on ne fera rien et moi je ferai rien. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Voilà ce qu'il m'a dit. Je pense que les institutions sont en panne. Elles sont en panne de finances, mais elles sont en panne de savoir et de savoir-faire. Ils n'ont jamais été aussi mal défendus qu'actuellement, parce que les politiques au sens large n'y tiennent pas, très probablement. On est dans les réseaux, les mafias pédophiles, ça rapporte de l'argent aussi, les viols d'enfants. Et donc, tant que la France n'aura pas décidé de mettre un terme à ça, l'inceste continuera d'exister, j'allais même dire, même plus dans le secret, d'exister avec toute la complaisance des autorités. Une société qui s'adonnerait à l'inceste d'une manière généralisée, non pas ponctuelle, eh bien c'est une société qui se fige, qui s'arrête, il n'y a pas de suite des générations. Ça se brouille au niveau de la filiation, mariage, filiation, et
Alors que pour prendre femme, pour aller jouir sexuellement, il faut sortir de la famille pour qu'une société soit vivante, productrice, qu'il y ait une succession de générations. Il y a eu l'association à l'idée de viol, etc. La première, l'étymologie, c'est vraiment l'idée, c'est in questus, je crois, ou castus, et donc c'est contre la société, c'est vraiment ça l'idée. Racamier, qui est psychanalyste, parle de climat incestueux. Il n'y a pas de limite. C'est la mère qui ressemble à sa fille, qui laisse pas la place à sa fille. Pourtant, la génération fait que vous devez à un moment donné laisser la place à votre enfant. C'est le père qui veut être le copain, mais pas le père de son fils. Il n'y a pas de différence générationnelle. Et les parents doivent être garants de ça, puisque la différence générationnelle garantit la différence, et c'est la différence qui va garantir le respect, et entre autres le respect qui interdira le passage à l'acte incestueux. On a développé les mots d'enfant incesté pour bien montrer à quel point il était passivement l'objet de ces attaques. Et puis on s'est interrogé sur dans quelle famille ça peut apparaître, c'est quoi un système familial incestueux. Et puis on s'est dit, mais qui est la personne qui ne commet pas l'inceste, mais qui est à côté, qui est un parent de l'enfant, qui ne voit rien vraiment. On a évoqué les positions maternelles incestigatrices, c'est-à-dire peut-être de position inconsciente de complicité vis-à-vis des passages à l'acte. Il faut qu'un viol, ça s'appelle un viol. C'est quoi un abus sexuel sur un enfant? L'abus. On voit ça sur les bouteilles d'alcool. Un verre, ça va, 2, 3, bonjour les dégâts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un enfant, ça va, 2, 3, bonjour les dégâts. C'est que pour avoir vu des enfants victimes et de parler avec eux d'agression sexuelle quand il t'a agressé, etc., vous avez des enfants qui disent « mais il ne m'a jamais agressé, il était gentil avec moi », etc. Et donc il y a un abus de confiance, un abus de pouvoir d'un adulte sur un enfant. Et avec des personnalités très perverses, ça peut aller jusqu'à faire croire à l'enfant que c'est parce que l'enfant a une curiosité vis-à-vis de la sexualité, a une attente, une demande, que l'adulte se livre à ce genre d'actes. Ils ont 14 ans, ils dorment dans la même toile de tente, puis là, c'est plus rigolo du tout. Puis il arrive des choses que après, les gens regrettent, et puis ça entraîne des familles qui se disputent, qui s'éclatent, des enfants qui sont malheureux, parce qu'il y en a un qui va croire que la cousine, elle était très contente, alors qu'en fait, elle n'était pas contente du tout, et elle n'était pas du tout consentante. Les Canadiens ne disent plus cyberpédopornographie. Ils disent, attendez, comment ils disent? Agression sexuelle de mineurs, filmée. C'est mieux, hein? C'est un génocide identitaire. Et génocide, j'appuie le mot, c'est-à-dire c'est du côté de la victime, quelque chose qui va vous détruire psychiquement de façon considérable, et c'est probablement la violence intentionnelle la plus destructrice par rapport à d'autres violences, des coups, du harcèlement, etc. Alors par rapport aux personnes qui ont vécu des abus répétés, on va aussi, de façon presque systématique, avoir des dissociations, c'est-à-dire que la personne à un moment va se dissocier, elle va avoir l'impression de ne plus être elle-même ou de ne plus être dans son corps, ce qui peut d'ailleurs produire des problèmes au niveau du poids, hein, des personnes qui vont manger sans avoir la satiété. L'amnésie post-traumatique, ça je peux en témoigner, ça existe. Je sais que c'est remis en cause aussi par certains psychologues ou par certains psychiatres. J'en ai rencontré une il y a 1 an de ça dans une réunion. Elle a dit « oh, ça n'existe pas ». Et elle ne savait pas que j'avais été victime d'inceste. Hein. Et je lui ai dit « si, ça existe ». « Non, non, ça n'existe pas ». Bon, j'ai dit « écoutez, on va être clair ». Je lui ai dit « j'ai été victime d'inceste et je peux vous dire que j'étais amnésique, c'est-à-dire j'ai oublié l'inceste. Si je n'avais pas oublié l'inceste, jamais je n'aurais confié ma fille à mon père. Et jamais ma fille aurait été victime d'inceste. Je me rappelle d'un père qui disait « mais c'est quand je suis devenu père à la maternité que tout m'est revenu dans la figure. Et j'ai pas pu prendre mon enfant. Je n'ai pas pu le porter. Ma femme a cru que je l'aimais pas, que je ne voulais pas de cet enfant. Mais moi, je n'ai pas voulu le prendre de peur de lui faire mal. » Des symptômes, par exemple, comme l'anorexie, qui est très souvent lié à un problème d'ambiguïté parentale. Ça ne veut pas dire qu'il y a un acte sexuel vraiment. Le double lien, c'est le piège psychologique dans lequel un enfant se fait mettre par sa famille. Il est coincé. Donc ça rend fou.
C'est des techniques pour rendre fou un enfant, sans le vouloir d'ailleurs. Mais... Ils se font des images, ils ont des représentations comme ça, comme d'enfants saccagés, violés, dans les cris, dans la violence et tout. Alors c'est pas ça la plupart du temps. Ça participe aussi au fait qu'on se dise non mais... ça n'arrive pas chez moi. Ouais, ça n'arrive pas, c'est ailleurs, c'est tellement bizarre. Déjà pour un adulte ça peut l'être. Et ça l'est pour certains adultes, alors il faut imaginer ce que c'est pour le monde d'un enfant. Parce que l'enfant, il n'a pas encore créé son monde. Et puis... Il y a une comédie qui est jouée, qui est réclamée même par les parents aux enfants. Moi, j'ai appris très très tôt à mentir, car c'était obligatoire. Mentir, ah oui, vis-à-vis de l'extérieur. Se construire dans un faux self, comme appellent les psychanalystes. Hein. C'était que ça, les voisins étaient au courant... Mais alors la police venait de temps en temps, mais ça restait en l'état, quoi. Mon père, il allait un peu se dégriser en prison, et puis après il revenait, quoi. Là, il s'agit d'un enfant qui est seul face à sa famille, quoi. C'est quand même pas rien. Après, la haine et l'amour se mélangent, et c'est ça qui est terrible à vivre, quoi. Alors moi, j'avais un principe, c'est que je disais jamais le père, je disais le criminel. Pour poser les choses de façon claire, dans le cadre de la loi. Je préfère dire que je travaille avec des personnes qui ont été condamnées pour avoir commis des crimes sexuels intrafamiliaux, ce qui est beaucoup plus long, difficile à mettre dans une phrase, mais et c'est toujours des situations uniques, des situations différentes. L'enfant n'est jamais consentant, jamais, même s'il dit oui. Il ne peut pas être consentant. Un enfant de 4-5 ans peut être victime d'un viol, et mais le dire et recevoir la protection tout de suite de la part d'une mère, d'un père, de figures d'attachement significatives, et que l'impact du psychotrauma sera moindre qu'un enfant de 7-8 ans qui a été placé dans plusieurs endroits, brinque-ballé dans différents centres, et qui va être victime d'attouchement par un éducateur, et où là, l'impact du psychotrauma sera bien plus grand, parce que l'enfant a déjà une estime de lui très mauvaise, il se sent déjà comme un enfant poubelle, je remets de nouveau des guillemets, et donc cette chose de plus qui lui arrive vient confirmer l'idée qu'il ne vaut pas grand-chose. Donc sortir de ces formes erronées pour regarder, pour ouvrir sur, mais dans le quotidien concrètement, quelle forme ça prend dans ces formes les plus douces et les plus subtiles, les plus insidieuses, et souvent les plus morbides et mortelles, puisque comme on ne peut pas le repérer, ça ronge de l'intérieur. Il y a vraiment une loi du silence, et par contre le corps, le non-verbal, transmet un message qu'il faut apprendre à décoder pour pouvoir repérer et aider ces enfants en grande difficulté. Quand on prend une vidéo, c'est pour ça, c'est pour repérer les gestuels, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui font des grimaces, qui font des cabrioles, qui montrent leurs fesses à tout le monde en séance. C'est un indice de ce qu'ils ne savent pas dire avec des mots, mais qu'ils savent très bien exprimer avec des dessins ou une gestuelle. Mais il y a aussi tous les signes comportementaux. Un enfant qui avait commencé à parler et puis qui devient mutique, un enfant qui suçait plus son pouce et qui reçut son pouce, enfin tous ces signes de régression. Enfin, moi j'ai perdu plusieurs amis que j'avais rencontrés par l'association qui se sont suicidés. Moi, je les comprends très très bien, parce que c'est la fin du cauchemar. Il y a très peu d'études épidémiologiques qui sont faites sur les auteurs, déjà dans le monde, et en France, il n'y en a quasiment pas, donc c'est effectivement compliqué. Donc chacun parle un petit peu de son expérience. Et c'est parce que les grands-parents sont dysfonctionnels qu'ils ont fabriqué un enfant qui va devenir incestueux sur l'enfant incesté. Mais ça ne marche pas à tous les coups, ça, parce qu'il y en a aussi qui ont des parents modèles, non? Oui, un parent modèle, apparemment modèle, mais pervers par derrière, que personne n'a reconnu comme pervers. Des fois, il y a eu des incestes tout à fait objectivés qui n'ont pas donné de conséquences importantes du point de vue psychique, du point de vue relationnel. Et d'autres fois, il y a des incestes, des climats incestueux dans une famille, il y a eu des frôlements des corps, il n'y a pas eu vraiment pénétration, donc on peut me dire c'est pas... Hein, mais ça a eu des catastrophes, des suites catastrophiques pour le sujet.
C'est à ça que le psychanalyste a affaire. Il a affaire à des gens qui viennent se plaindre, qui sont malheureux, qui sont souffrants, qui répètent les mêmes erreurs avec les personnages qu'ils rencontrent, avec les amours qu'ils rencontrent, qu'ils répètent. La victime a besoin d'une chose pour se guérir, c'est de comprendre. Comprendre pourquoi elle a subi ça, comprendre pourquoi l'adulte n'a pas su arrêter son geste, comprendre pourquoi la mère, ou quand c'est le cas du père auteur, pourquoi la mère ne l'a pas défendu, comprendre pourquoi les sœurs qui ont subi la même chose ne l'ont pas protégé, comprendre pourquoi le frère a lui aussi posé le même acte que le père. Comprendre, c'est vraiment très important. C'est parce qu'à l'extérieur, il n'existait pas. C'était une pauvre personne lambda, donc il exerçait son pouvoir chez lui parce que c'était son seul moyen d'exister en fait. Ce qui est terrible parce que c'est vraiment le lieu de l'ignorance. Et il n'y a pas pire que l'ignorance. Les chiens ne font pas des chats et ils ne rencontrent pas... les gens qui rencontraient, c'était des abuseurs aussi, c'était des incesteurs, quoi. Donc il y a des personnes qui ont mis en place des mécanismes de protection qui sont de type anesthésie, hein, et parfois même anesthésie physique carrément. Sont des personnes, même vous allez pouvoir les brûler, elles ne vont rien sentir. Et donc les soignants qui disent les violences sexuelles, ça ne fait rien, eh bien, n'ont pas la conscience ou n'ont pas été cherchés sur le plan thérapeutique, ce qui fait que la personne ne sentait rien. Par exemple, à l'âge de 7 ans, pendant 1 an, j'ai été malade, je vomissais tout le temps. Tous les matins, tous les jours, je vomissais, je maigrissais, je ne mangeais plus. On m'a envoyé en sanatorium pendant quelques mois où on m'a gavé, on m'a obligé... vraiment gavé, c'est le terme que j'emploie et qui correspond à ce qui s'est passé pour me faire grossir. Et puis je suis rentrée, puis ça a recommencé. Donc en fait, le corps refusait ce que mon esprit était obligé d'accepter et que mon père m'obligeait à accepter. Quand on est enfant en particulier, on est plus exposé aux mécanismes d'amnésie post-traumatique qui font qu'on ne se souvient pas forcément de ce que l'on a vécu. En revanche, le corps a toujours la mémoire, donc on peut arriver justement par des thérapies corporelles en particulier à faire remonter ces mémoires. J'ai pas le droit, mais je le fais quand même. Et je m'octroie ce droit. Par rapport à quoi? Ça, il faudrait le savoir par rapport aux abuseurs et aux incesteurs. C'est vrai que la partie des agresseurs sexuels psychopathes, c'est extrêmement rare. Souvent, ils tuent dans des conditions absolument épouvantables les victimes, c'est assez rare. Vous avez quand même une part importante de pédophiles qui sont pervers, parce que la pédophilie montre déjà un trait de perversité, il n'y a pas de pédophile non pervers, mais d'orientation paranoïaque, non paranoïaque, ça c'est aussi pas les mêmes profils, et les immatures qui sont une autre catégorie, mais en effet limitée. Alors immatures affectivement, qui certaines fois vont plutôt agresser des jeunes enfants, parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas dans cette maturité intellectuelle-là, affective-là, ou immatures dans leur rapport à la sexualité. En particulier, c'est une nouvelle catégorie que l'on découvre, mais qui apparaît avec des jeunes adultes qui n'ont eu comme repère sexuel ou comme repère la sexualité que ce qu'ils ont vu sur Internet, sur les écrans, et qui sont dans l'incapacité d'établir une relation humaine avec d'autres personnes. Quand ces filles auront leur première relation sexuelle. Et le directeur de collection m'avait dit, mais elles ont déjà eu leur première relation sexuelle. J'avais dit non. Un inceste, même s'il y a eu pénétration, c'est pas une relation sexuelle dans le sens où on l'entend, parce que c'est juste un viol est un acte sexuel, mais c'est pas relation dans le sens où il y a deux partenaires en relation. L'empathie, ça a l'air d'être pas grand-chose, mais c'est indispensable, parce que c'est ça qui fait que je suis humain. Je veux pas faire du mal à l'autre, parce que je veux pas qu'on m'en fasse. Moi, ce que je constate au niveau des expertises, et j'expertise moi surtout essentiellement des jeunes mineurs, auteurs de crimes, entre autres de viols, c'est que sur les dernières années, on a une évolution quand même majeure de jeunes, chez les adultes aussi, mais la génération actuelle, qui n'ont pas cette relation à l'autre, qui n'ont pas ce lien empathique à l'autre qu'avait la génération d'avant. Avant d'être un père incestueux, mon père a été d'abord un père violent. Et je dirais même qu'avant même d'être un père violent, il n'est pas été père du tout. C'est un homme qui n'a pas eu accès à sa position de père et qui l'a très bien dit d'ailleurs à un moment donné, j'aurais jamais dû être père. Chef de famille trop tôt,
alors qu'il aurait dû être fils. Il a été projeté à la position de père, donc changement de génération. Donc confusion des générations, c'est le terreau idéal pour l'inceste. C'est souvent quelque chose qui glisse vers la sexualité, mais qui au départ n'est pas sexuel, qui est effectivement soit une recherche d'affection, soit une recherche de pouvoir. Dès que quelqu'un a du pouvoir, il le manifeste, hein, il ne se gêne pas puisqu'il a du pouvoir. Ce sont des paresseux qui ne vont pas voir ailleurs, pour désirer ailleurs, et qui désirent dans la famille par facilité, des fois par névrose, hein, impossibilité de s'adresser à l'extérieur. Donc c'est plus une emprise qu'un abus de pouvoir. Parce que si vous voyez la nuance, l'emprise c'est un mécanisme qui empêche de penser. Il y a vraiment des pulsions inconscientes d'infanticide. Mais ça veut dire que c'est sûrement pas des monstres, alors que c'est une appellation qu'on retrouve très souvent pour caractériser ces gens-là. Et j'avais l'autre jour au téléphone un homme qui me téléphonait en me disant « Je suis catastrophé parce que j'ai ma petite gamine, enfin la gamine de ma compagne qui a 8 ans, qui m'a demandé de la caresser, de la lécher partout, sur tout le corps. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je me sentais très mal après ça. Et je suis allé en parler à la mère de la gamine. C'est pas un monstre, hein. C'est un grand immature qui aurait sûrement pas dû répondre à la demande de la gamine. Médecin, donc quelqu'un de très cultivé, bien sûr. Et quand il a été amené à parler des viols incestueux qu'il avait infligés à ses filles, il expliquait que c'était sa fille qui lui avait proposé d'avoir une relation sexuelle si ça pouvait l'aider, lui faire du bien. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu dire à votre fille, si c'est vrai que ça s'est passé comme ça, que c'est votre fille qui vous a proposé, voyant que vous étiez tourmenté, d'avoir une relation sexuelle, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit à votre fille, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas, tu es folle Et il m'a simplement répondu, mais ça, c'est votre modèle judéo-chrétien. Moi, j'entends des hommes condamnés pour des faits de nature incestueuse qui disaient « mais j'aimais tellement mon enfant ». Évidemment, l'enfant n'a pas la même version, hein, mais c'est un amour débordant, mais qui déborde sur l'altérité, quoi. C'est-à-dire que l'autre, en tant qu'enfant, en tant que... il n'a plus son mot à dire, il n'a plus qu'à subir l'amour qui lui tombe dessus. Mais par contre, la personne pourra dire que c'était de l'amour, mais là, pour le coup, on est dans la manipulation des faits, de ce qui s'est passé, et la personne, pour se distancier de ce qui arrive et pour ne pas s'en vouloir, va partir sur des histoires d'amour et autres, mais c'est pas du tout, enfin, c'est de la destruction. Il y a l'inceste réel, pénétration du corps, réel, mais aussi des ambiances... incestueuses, il y a aussi de manière métaphorique, il y a des incestes aussi. Quand un homme d'une soixantaine d'années reprend comme épouse une fille qui a 25 ans, c'est un inceste symbolique. Il est tout à fait autorisé par la loi, mais quand il y a des générations très différentes, il recrée là un inceste. Il n'y a plus la transmission des grands-parents, ça on le voit bien. Il y a des parents actuellement qui font un enfant comme un peu, on aurait un gadget, un peu comme un objet, ils oublient que ça va grandir, un bébé, il va faire du 43 dans 15-16 ans, et c'est à vie que vous êtes parents. Donc des fois ils refont un autre bébé, mais les enfants grandissent, ils ne comprennent pas qu'il faut rester disponible pour l'enfant. Vous êtes parents à vie, votre enfant, quand il a 17, 18 ans, 35 ans, il aura peut-être encore besoin de vous, et il y a quelque chose qui se construit à vie. Et ça, on a une génération de parents qui ne l'a pas compris, alors, ça peut paraître stupéfiant, mais qui ont un rapport aux enfants comme on a avec des objets d'obsolescence. Vous savez, le dernier gadget à la mode, et on change. Et il faut apprendre à construire avec lui et avoir un enfant, accepter que notre enfant ne soit pas notre clone. Et on a des parents qui sont actuellement incapables de supporter ça. Donc du coup, qui vont rejeter l'enfant dès qu'il est plus à leur image. Le problème dans la plupart des situations incestueuses, c'est que le parent ne repère pas que l'enfant a grandi, et il continue à considérer l'enfant comme à lui, comme dépendant de lui, comme sa chose. Voilà. Et c'est signe quand même de carence affective importante de la part du parent. Et je ne les catégorise jamais. Les violences qu'ils ont vécues va faire qu'ils vont exprimer leur violence eux-mêmes d'une certaine manière. Donc c'est pas l'écran qui pose problème, c'est l'enfant seul face à l'écran. Temps moyen derrière les écrans, actuellement en 6e, par jour scolaire, 6 heures. Temps passé à parler à des parents, 9 minutes. Vous imaginez bien qu'en 9 minutes,
l'enfant, il ne peut pas acquérir cette notion empathique. Donc ça, c'est un vrai problème. Cette notion d'empathie, c'est un vrai problème, de respect de l'autre, de non-accès à la frustration, à l'interdit. Si au quotidien, il n'y a pas d'interdit, comment voulez-vous que l'interdit fondamental s'inscrive? Donc ça participe probablement à expliquer qu'il y ait plus d'inceste fraternel en particulier, et qu'il y ait plus aussi d'agression sexuelle entre mineurs, et d'agression sexuelle en groupe. Je ne crois pas que les écrans, pas les écrans, enfin je sais pas, dans le temps passé, on va dire comme ça, moi je le situe pas dans le temps, mais il y avait une chambre d'enfant par exemple, c'est-à-dire que maintenant c'est un peu la norme que chaque enfant ait sa chambre, hein, voilà. Dans le passé, il y avait les chambres d'enfants, garçons, filles n'étaient pas forcément séparés. Donc on aurait pu dire, ah bah oui, alors c'est parce que les enfants partagent la même chambre, ou qu'il y a une seule salle de bain dans la maison, qu'il y a des affaires d'inceste entre frères et sœurs, entre parents, enfants, ou je sais pas quoi. Je pense qu'on trouve des explications au vu de la situation culturelle actuelle, qu'on aurait pu trouver tout autant pour d'autres raisons, il y a 50 ans, il y a un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Je ne crois pas que les frères et sœurs soient plus proches les uns des autres. Par contre, je pense que les enfants ou les jeunes, les préados, sont plus informés de où commence et où finit le sexuel. Personne n'est à l'abri d'un passage à l'acte. Personne. Il y a des gens très bien qui se retrouvent du jour au lendemain en prison parce qu'ils sont incapables d'expliquer le geste qu'ils ont pu poser. Voilà. Donc j'estime que commençons d'abord par nous estimer, nous aimer, nous respecter, et ensuite comprendre pourquoi les uns passent à l'acte et les autres les subissent. Je n'aime pas entendre non plus que les auteurs prennent du plaisir. Ça veut dire qu'on n'a pas bien compris pourquoi et ce qui se passe pour un auteur, parce que être auteur, c'est finalement beaucoup de souffrance. Mais c'est l'agresseur qui porte, qui met du sexe là où il n'y en a pas. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et donc, peu importe l'âge. À l'Artas, on a la conviction que tout ça, ça se joue dans la relation humaine. Et les relations humaines, elles sont toujours compliquées. On ne sait pas qui, par moment, on a une ascendance sur quelqu'un. Je dirais, par moment, on domine une situation relationnelle et à d'autres moments, on est dominé dans une relation. Voilà. Il y a une alternance comme ça en permanence dans les relations humaines. Et si on n'est pas assez outillé psychiquement, on s'y perd. Et ça demande souvent de longs entretiens et un gros travail pour repérer si c'est la relation familiale qui est distordue ou si c'est une attirance pédophilique du père pour un enfant plus jeune. Alors j'aime pas le mot pédophile, hein. On ne devrait pas l'utiliser parce que ça veut dire ami des enfants. Parlons de pédocriminalité. Ces gens-là ont peur. Ils ont peur de l'adulte. Ils préfèrent aller vers l'enfant parce qu'il y a des peurs par rapport à l'adulte. Ils n'assument pas leur part d'adulte et leur maturité. Donc ils vont C'est pareil, il faudrait comprendre l'aspect psychologique de la personne. Ce sont des gens qui ont horreur du corps adulte, qui sont repoussés par cette image du corps adulte et attirés parce que justement ça n'engage pas la même chose d'un point de vue psychique. Mais ça, on peut le faire évoluer. On peut faire mûrir, comme normalement les autres qui ne sont pas pédophiles, on mûrit tous. J'ai vu un homme ici où la famille était malade, mais quand on lui posait la question pourquoi vous le faisiez, j'étais en colère contre ma femme et je le faisais parce que je fumais des pétards. Je dis, ça c'est embêtant si vous le faisiez parce que vous fumez des pétards, parce que ça veut dire que demain, si vous refumez un pétard, vous pouvez de nouveau recommencer. Et il a fini par dire qu'il le faisait pour se venger de sa femme. Et donc, à partir du moment où il dit ça, on peut réfléchir sur le fait qu'il avait conscience de ce qu'il faisait. Le responsable, c'est l'agresseur, c'est pas toi. Mais c'est toi qui oses parler. Donc que tu sois dans le milieu ouvrier ou dans le milieu bourgeois, de toute façon, la cassure est là. Alors après, économiquement, effectivement, quand tu as la chance, du coup, peut-être, entre guillemets, d'être dans le milieu bourgeois, tu vas redescendre certainement, et financièrement ça va être plus compliqué. Quand tu es déjà dans le milieu ouvrier, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Quand tu réalises vraiment ce qui t'est arrivé, tu as besoin d'en parler.
C'est plus possible de faire autrement. Et je pense que les victimes ne se posent pas du tout ces questions-là. Ils ont des donateurs, par exemple des grosses entreprises qui les aident financièrement à ce que l'association tienne le coup, tienne debout. Et ces donateurs-là ne veulent pas être associés, ils ne veulent pas figurer dans les remerciements parce qu'ils ne veulent pas être associés au mot inceste. Il faut oser dire que l'inceste, c'est pas la panacée ou le traumatisme suprême, comme j'ai pu l'entendre dire de la part de professionnels. Mais vous vous rendez compte que si jamais je m'étais estimée comme la plus grande traumatisée au monde qui soit, mais comment j'aurais pu survivre? Non, il faut changer la vision et il faut changer sans exonérer personne, sans rajouter de double peine à personne. Je pense qu'il faut poser l'inceste comme étant un problème de société qui traverse les siècles et qui se poursuivra malgré nous. Parce que il y a des pathologies humaines, comme il y a des pathologies familiales, comme il y a des pathologies institutionnelles, comme il y a de la violence partout. Nous sommes faits de violence. C'est vraiment au niveau du ressenti, c'est vraiment de l'instinct. Il faut quand même que tu sortes du déni, donc ça se fait petit à petit et c'est vraiment différent pour chacun, quoi. Mais dans l'idéal, c'est sûr que ce serait de parler plus tôt et de porter plainte. C'est ça l'idéal. Rien n'est pire que de se quitter fâché. Et j'ai vu beaucoup de patientes qui avaient eu besoin, avant la mort de leur père, de les amener ici, en disant « mais je ne veux pas porter plainte contre toi, de toute façon c'est prescrit, puis même si ce n'était pas prescrit, ce n'est pas le problème, j'ai besoin que tu reconnaisses que tu l'as fait ». Et j'ai vu des hommes, vraiment, dont certains étaient d'anciens magistrats, qui pouvaient reconnaître et qui disaient « c'est vrai qu'à l'époque, je ne mesurais pas l'impact, la gravité que ça pouvait avoir pour toi, la souffrance que ça allait générer. Parce que c'est vrai qu'aussi à l'époque, on n'en parlait pas. C'était, elle est petite, elle oubliera. Il y a les mouvements féministes qui vont respecter, qui vont rugir, qui vont dire il faut leur couper les choses, il faut les mettre en prison à vie. Vous voyez, ça, déchaînement de la colère, je ne sais pas ce qu'on gagne. Il faut dépasser ce stade de la colère. C'est le rôle du droit d'ailleurs, du pouvoir judiciaire, c'est d'arriver à faire des procès, mais dépasser ce moment de la colère. Donc je comprends très bien, je ne pardonne pas, mais je comprends. Voilà. Comprendre et pardonner, c'est arriver un petit peu à délier tout ça, à analyser tout ça, à séparer ça. Dès que l'abus s'arrête, l'enfant arrête ses comportements. C'est simple, plus simple que simple. On va dire aux gens de porter plainte. C'est la seule chose qu'on va leur offrir, des associations de soutien sur l'aspect juridique. Mais l'aspect blessure psychique, les conséquences traumatiques, c'est pas pris en compte. On n'a pas de thérapeute suffisamment formé en France. On n'a pas de thérapeute d'accès gratuit en France pour les victimes d'inceste, entre autres, et autres victimes, alors que c'est une blessure à vie. Les progrès de la science, les progrès technologiques ont fait reculer les limites de la mort, de la souffrance et de la maladie. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'exigence de ne plus être malade, de ne plus souffrir, donc on refuse de se séparer. Or l'inceste, c'est bien ça, c'est refuser de se séparer, c'est penser que l'autre, l'enfant, nous appartient. La mort a comme été éjectée de notre vie quotidienne et qu'il y a certainement un juste milieu à réintégrer. On ne sait plus gérer nos frustrations aujourd'hui. La souffrance est devenue intolérable et pourtant, mon Dieu, que nous souffrons. Oui, le fait d'avoir traversé l'inceste est une compétence particulière et supplémentaire quand on se destine au métier de psychologue ou de psychanalyste ou de psychothérapeute. Et il faut veiller, comme je vous l'ai toujours dit, à ne pas vouloir à tout prix que les gens qui sont devant moi sont sûrement comme j'ai été moi. Et on ne peut pas exclure le fait qu'il y ait des criminels et des non-criminels. C'est la diversité sociale. Oui. Il faut sortir des discours un peu convenus de la victime qui pleure à vie et de l'auteur qui agit à vie aussi. Voilà. Qui passe à l'acte à vie. Si vous voulez faire une manifestation contre l'inceste, bon courage. Moi, je vous dis, ça ne va pas marcher. On dit, ouais, il faut y aller, etc. Puis au bout de 8 jours, elles réécrivent en disant, mais est-ce que ça pourrait être anonyme? Est-ce que je pourrais avoir un masque blanc? Et ça s'est toujours fini par 3 pouilleux et 4 tondus. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a des petites filles qui se retrouvent maquillées comme des poupées dans des concours de beauté, avec des mamans qui sont...
Mais moi, je prends ça comme des symptômes d'une société qui est malade. Or, si on veut guérir, si on veut sortir de ça, il faut qu'il y ait un débat, il faut dire les choses, il faut dénoncer ce qui doit être dénoncé et débattre. Il n'y a pas de débat. Il faut au moins qu'on puisse en débattre avec sérénité, ce qui n'est pas possible en France. On n'arrive pas à débattre. C'est ça le problème. Donc je pense que nous venons d'une société où le père avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants. Oui, le père, oui, parce que les sociétés patriarcales, oui, mais parce que le monde entier vit dans des sociétés patriarcales. On a besoin des hommes et des femmes pour avoir une société équilibrée. Donc il est important d'arrêter de les opposer, les hommes et les femmes, de comprendre où sont les blessures des uns et des autres, et d'encourager tout le monde à prendre le temps de regarder ses blessures, à les réparer, et dans ce cas-là, on est dans le meilleur après de l'humain. Donc on se trouve dans des sociétés qui sont plus créatives et plus heureuses. J'entends bien que ce soit compliqué pour un adolescent de 15 ans de dire « ma mère m'a violée », d'aller au commissariat. Est-ce que tout le monde est formé à entendre ça? C'est pas certain. On va lui dire « ah oui, non mais tu pouvais, ah bah, forcément, t'étais d'accord, sinon ton corps n'aurait pas réagi ». On va lui dire des horreurs comme ça et il va repartir pas bien. Voilà, commençons déjà par ce qui existe, si je peux me permettre de dire ça. Hein. Faisons un vrai état des lieux et arrêtons de nous raconter que c'est une histoire de mec. Voilà. En famille, qui est-ce qui s'occupe principalement, encore maintenant, des enfants tout petits? Ce sont les mères. Mais c'est la mère qui m'a décrit la scène, c'est pas la fille, c'est la mère. Mais vous savez, c'est pas possible. Une mère ne fait jamais ça, enfin vous êtes laissé manipuler. Mais je crois pas, enfin, je vois pas l'intérêt qu'aurait cette mère à inventer une histoire pareille en sachant qu'elle va peut-être aller en prison. Et la substitut se tourne vers ma collègue et lui dit vous êtes, vous, c'est quoi votre métier? Ma collègue répond psychologue. Elle me demande, la substitut, et vous, éducateur? Il se tourne vers ma collègue en disant écoutez, vous devriez le surveiller un peu. Il y a des mères qui sont elles-mêmes des agresseurs. Environ 15 à 18% des agressions sont commises par des mères, mais que la très grande majorité des mères, si on les aide dans leur maternité, elles vont être protectrices. Et ça, je voudrais bien que les soignants l'entendent. Le monde de l'enfance, les institutions n'ont plus d'argent, il y a très peu d'acteurs sociaux qui sont vraiment efficaces, on ne révise pas tous ces postes-là, hein, on ne réfléchit pas, on est pris dans une trépidance de vie, dans une fulgurance de résultats à rendre, et en fin de compte, je ne sais pas si on n'est pas en train de fabriquer une famille de demain qui est encore plus problématique que celle d'aujourd'hui. On est tous un peu en combat les uns contre les autres, alors d'une manière policée, adéquate, avec des règles de jeu, des règles de fonctionnement, que certains ne respectent pas. Voilà. Même les grands joueurs, sur les grands terrains des grandes compétitions, ne respectent pas les règles. Pensez bien que dans la vie, alors qu'il y a le monde entier qui les regarde, dans le secret d'alcôve des familles, eh bien, il y a les mêmes abus, il y a les mêmes non-respects des règles, et ça, c'est lié à la nature humaine, hein. Je crois qu'on n'est pas prêt d'arrêter d'être en compétition les uns avec les autres. On n'est pas prêt d'arrêter de, chacun à sa manière, hein, mais de vouloir convaincre les autres que nos idées sont les meilleures, de vouloir ouais, peut-être imposer des choix. Bon. Voilà. Donc le pays des fées est peut-être merveilleux, mais je crois que les fées ne sont pas très humaines, donc on n'est pas prêt d'y arriver. Dans une forêt qui, on se doutait pas féerique. Il se débattait, mais on l'obligeait à ravaler sa panique. La méchante sorcière, c'était son grand-père qui aimait beaucoup jouer. Moi je suis la bergère, toi le ramoneur, viens ici mon petit tailleur. Blanche-Neige alias Greta dormait souvent avec papa. La petite pantoufle de verre, il lui mettait dans le derrière. Peau d'âne marchait à reculons quand il s'agissait d'embrasser tonton.
d'âne marchait à reculons quand il s'agissait d'embrasser tonton. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, les contes de fées c'est pas du nougat. Je vais vous la bailler belle, la réalité est bien plus cruelle. Barbe Bleue est un gros pervers, le chat botté a tué son père. Gretel n'y a pas coupé, mais Hansel au moins c'est pas fait.